Je suis le docteur Frédéric Fanget, je suis médecin, psychiatre et psychothérapeute, enseignant et auteur de livres de psychologie pour le grand public. Actuellement, je suis en confinement chez moi, dans la chambre d'amis, et je travaille en téléconsultation, avec de nombreuses téléconsultations actuellement à cause de l'anxiété liée à la crise, qui est d'ailleurs notre sujet du jour. Alors l'anxiété est normale pour tout un chacun, mais je voudrais quand même distinguer deux populations très différentes en ce moment. Vous avez des gens qui sont malades et qui sont malades gravement, ou qui ont quelqu'un autour d'eux, un proche qui est très gravement malade, parfois hospitalisé en réanimation, et les soignants. Ça, c'est un premier groupe de personnes qui sont confrontés aux aspects les plus graves de cette crise et qui, eux, ont en psychologie ce que nous appelons un traumatisme psychologique. Ces traumatismes psychologiques, ça veut dire qu'ils vivent des événements tellement intenses que ça déborde les capacités d'un individu normal à absorber toute cette quantité d'événements. Imaginez des soignants qui ont plusieurs morts par jour, c'est absolument insupportable. Donc cette population-là justifie et nécessite, à mon sens, une prise en charge par des spécialistes pour les aider à passer ce cap, et je les incite fortement à consulter. Il y a une deuxième population qui va nous intéresser aujourd'hui, ce sont tous les autres, c'est-à-dire, heureusement d'ailleurs, la grande majorité d'entre nous qui ne sommes pas ni malades de manière grave, c'est-à-dire qu'on a eu quelques symptômes mais sans plus, ni qui avons un membre de notre entourage malade, ni qui sommes des soignants au champ de guerre, j'allais dire. Eh bien, cela, on est dans un autre mécanisme, ce n'est pas le traumatisme psychologique, c'est ce qu'on appelle une anxiété d'adaptation, c'est-à-dire que notre anxiété va devoir nous permettre de nous adapter. Alors l'anxiété adaptative normale, elle repose sur 3 grands critères. Retenez bien ces critères. En psychologie, il y a toujours ce que je ressens, ce que je pense dans ma tête et ce que je fais. Ce que je ressens, on appelle ça nos émotions. Dans l'anxiété normale, les émotions, on peut avoir un petit peu des signes somatiques d'anxiété, une gorge serrée par moment, etc. Mais ça reste d'une intensité modérée et on est assez stable dans nos émotions. Nos pensées, lorsqu'on est dans une anxiété adaptative qui va nous permettre de résoudre des problèmes, ce sont justement des pensées concrètes, expérientielles, ça c'est du jargon pour vous dire en fait que nos pensées vont déboucher sur des actions. Tiens, je vais penser que j'ai peut-être un risque de contamination si je sors faire mes courses parce que j'ai croisé quelqu'un, et ben ça va déboucher sur le fait que je vais me prendre un morse grand public, qu'un de mes voisins m'aura cousu à la machine si j'arrive pas à en trouver autrement. Donc ça, c'est un comportement adapté. Je vais me laver les mains avant de rentrer quelque part, etc. Tout ça sont des comportements adaptés. Donc vous voyez, l'anxiété normale, c'est ça, c'est un niveau émotionnel tolérable, des pensées plutôt constructives qui débouchent sur des actions et des comportements adaptés. On va garder, si vous voulez bien, nos 3 domaines. Vous vous souvenez, il y a nos émotions, ce qu'on ressent, nos pensées, ce qu'on se dit à nous-mêmes, et nos comportements. Eh bien, la différence de l'anxiété excessive, c'est qu'au niveau émotionnel, bien sûr, l'intensité va être plus élevée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une anxiété à intensité élevée? C'est une anxiété qui peut se manifester dans le corps, d'une part, avec ce qu'on appelle des manifestations somatiques, des tremblements, une gorge qui serre, du chaud-froid, une fébrilité interne. Ça peut se manifester aussi par un vécu psychologique, l'anxiété, avec une difficulté à se concentrer, avec une pensée qui va s'accélérer. Et puis, ces pensées qui vont s'accélérer, elles vont tourner sur un mode assez négatif. Et donc, on arrive à notre deuxième domaine après l'émotion, qui est celui de la pensée, qu'on appelle la cognition dans notre jargon. Et à la différence des pensées de l'anxiété normale, dont j'ai parlé tout à l'heure, ici, les pensées vont être ce qu'on appelle des PA, ça veut dire des pensées analytiques abstraites. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des sortes de ruminations abstraites, on comprend bien, ça veut dire qu'on pense à des choses où, de toute façon, il n'y a pas de solution. Alors, je vais vous dire, j'en ai un exemple bien typique, parce que malheureusement pour moi, je continue à ouvrir ma télé, ce que je devrais arrêter complètement de faire, parce qu'on est en train de nous parler depuis plusieurs jours uniquement de la sortie du confinement, alors personne, y compris les gouvernants, ne sait encore ce que sera l'épidémie dans 15 jours. Ça, c'est typique de la rumination qui peut déclencher de l'angoisse, de l'anxiété, de la déprime, mais qui ne résout rien du tout. Ça ne débouche sur aucune action. Donc vraiment, il faut faire attention parce que ces pensées analytiques abstraites, on a l'art, peut-être un petit peu dans notre pays assez souvent, moi j'appelle ça de la masturbation intellectuelle, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on pense à des trucs qui sont certes importants, mais on n'a pas les réponses.
Donc, qu'est-ce que ça va donner? Eh bien, ça va donner des émotions négatives. On va se sentir mal parce qu'on va se retrouver en impuissance. Et les comportements, ça va être ça. C'est-à-dire qu'on va se ressentir impuissant par rapport à une chose que de toute façon on ne peut pas résoudre et en plus qu'on connaît mal. Et le fait de mal la connaître, ça introduit ce qu'on appelle l'intolérance à l'incertitude, qui est un grand facteur d'anxiété. Et les comportements des gens que j'ai au téléphone actuellement, il y a plusieurs ordres. Soit ils sont hyperactifs, ils s'agitent. Par exemple, j'ai eu un de mes patients tout à l'heure, il travaille tous les soirs, il travaille tous les week-ends. Je lui dis, mais vous allez faire un burn-out, c'est pas possible. J'en ai d'autres, au contraire, qui vont se replier complètement sur eux-mêmes, ils vont se renfermer, vous savez, comme quand on attend que l'orage passe. Hop, on met la capuche sur la tête et on attend. C'est pas bon non plus. Voilà un petit peu comment je peux vous dire très rapidement comment se manifeste une anxiété qui, du coup, deviendra excessive et improductive. Alors là, je vais vous dire, ça dépend. D'abord, on va distinguer plusieurs concepts. La différence entre la solitude et l'isolement. L'isolement, c'est ce qui touche les personnes qui n'ont personne autour d'elles, qui sont toutes seules. La solitude, ce sont des personnes qui sont aussi seules, mais qui ont un réseau relationnel, qui ont des parents, des amis à qui ils peuvent téléphoner, par exemple. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. On va aussi distinguer ce qu'on appelle la solitude choisie. C'est des gens qui ont un tempérament plutôt solitaire, un tempérament introverti, par exemple, qui sont comme ça. Et une solitude subie, comme celle que nous vivons en ce moment, elle est subie parce qu'elle nous est imposée par la crise et par le confinement. Alors, comment vont réagir les gens par rapport à cette solitude? Il est certain que si vous avez un tempérament, bien avant la crise, plutôt réservé, plutôt introverti, que vous aimez bien être solitaire, que vous aimez bien faire des tas de choses toute seule, vous allez plutôt bien supporter l'isolement. Moi, je vais même vous raconter un cas d'une femme qui est même très contente d'être en isolement. Par contre, si vous avez un tempérament plutôt très extraverti, que vous vous nourrissez des autres, voire que vous êtes presque dépendant de la nourriture des autres, que vous avez besoin de relations, j'ai un exemple qui me vient à la tête au moment où je parle. J'ai une de mes patientes qui passe ses journées à téléphoner à tout le monde, tellement elle a peur d'être seule. C'est une véritable phobie de la solitude. C'est sûr qu'elle supporte très très mal cette situation. Alors, je voudrais vous prendre des exemples pour vous montrer que tout ça dépend de notre tempérament, mais que dans tous les cas, cette situation peut nous faire avancer. Alors d'abord, je vais vous prendre l'exemple de Jules, qui est un jeune homme qui a justement un tempérament réservé, puisque dans mon activité, je suis spécialisé pour traiter des personnes qui souffrent de ce qu'on appelle une anxiété sociale, c'est-à-dire ce côté très réservé qui voit très peu les autres. Lui, franchement, il est célibataire, il est fils unique, il a très peu d'amis. La solitude pour lui, je dirais, elle est subie, mais elle est subie depuis toujours. Donc le confinement, ça ne fait pas un gros changement pour lui. Par contre, s'il me consulte bien avant la crise, c'est parce qu'on comprend bien que chez les gens qui ont ce tempérament introverti, eh bien, la solitude, elle est subie. C'est parce qu'ils ne peuvent pas aller vers les autres. Alors qu'il y en a d'autres qui vont la choisir, c'est-à-dire, ils aiment bien être seuls, ils vont décider d'être seuls. D'ailleurs, au passage, je voudrais qu'on arrête d'embêter les gens avec des slogans dans les médias en disant « il faut voir des gens ». Ça dépend. Ça dépend. Selon nos tempéraments, il y en a certains d'entre nous qui veulent rester tranquilles, eh bien laissons-les tranquilles s'ils sont bien seuls. Et il y en a d'autres qui vont souffrir de manque de relations. Alors, l'autre exemple, c'est Odile, qui est une femme qui a environ la cinquantaine et qui a un métier un peu public. Elle est cadre dans une entreprise, elle est plutôt dans le commerce, elle voit beaucoup de gens, mais en fait, elle en souffre de ça, elle n'est pas très bien. En ce moment, elle est super bien dans le confinement. Elle fait tout ce qu'elle a à faire chez elle. Et elle me disait au téléphone, vous ne pouvez pas savoir, moi les gens ils me téléphonent tous pour savoir si je vais bien, mais qu'ils arrêtent de me téléphoner. Est-ce qu'ils peuvent comprendre qu'on peut vivre tranquillement avec pas trop de relations? Voilà. Donc je pense qu'il faut tenir compte de votre tempérament, il faut vous faire accepter tel que vous êtes et pas répondre aux normes sociales qu'on cherche à vous imposer. De toute façon, nous avons des solutions pour ceux d'entre vous qui supportent mal la solitude. Je pense qu'il ne faut pas chercher à la fuir, cette solitude, et je vais essayer de vous montrer une technique qui s'appelle la technique des attributions, qui est basée sur une thérapie cognitive. Je vais essayer de vous l'expliquer le plus clairement possible pour que vous puissiez ensuite l'appliquer chez vous. En fait, dans une même situation donnée, par exemple, je suis seul à mon domicile en période de confinement, nous avons 4 types de pensées qu'on appelle 4 types d'attributions différentes. Je m'explique. Et chacune de ces attributions va entraîner chez vous une émotion
plus ou moins de malaise ou de bien-être. La première type d'attribution, ce sont des attributions externes négatives. Si je pense négativement ma solitude en confinement et que j'attribue à l'autre le problème, c'est pour ça qu'on l'appelle externe parce qu'on attribue à l'autre, ça va donner des pensées comme celle-là. Ah, il y en a marre. Jusqu'au 11 mai, non mais c'est pas possible. Et puis ça se trouve, ils vont rallonger. Et puis je vais peut-être me retrouver dans les publics qui seront confinés plus longtemps, hein, parce que comme j'ai du diabète et que je suis un peu fort, non mais ça va pas, c'est pas sérieux, vous vous foutez de nous là ou quoi? Vous croyez quoi, qu'on peut arrêter comme ça de vivre tout d'un coup à cause d'un virus? Il y en a marre de ce virus. Vous voyez que là, j'attribue à l'extérieur, au virus, au gouvernement, à tout le monde la faute. C'est d'ailleurs assez français, vous le reconnaîtrez, comme façon de fonctionner. C'est la faute des autres. Et vous voyez l'émotion que ça me déclenche? Ça me déclenche de la colère. Si j'ai une attribution interne négative, vous allez voir que c'est d'autres types de pensées et d'autres types d'émotions. Si j'attribue négativement à moi-même, je suis en interne négatif, c'est pour ça qu'on l'appelle interne, ça va donner des pensées comme ça. Oh là là, je ne vais jamais être capable de supporter la solitude, c'est pas possible. Je ne vais pas y arriver, hein. Moi qui déteste ça, qui ne supporte pas, qui ai toujours besoin de voir du monde, mais comment je vais faire? Et vous voyez mon émotion, je baisse les yeux exprès là, je me referme, je m'enferme sur moi-même, je suis triste, je suis en train de me désespérer, et puis surtout je perds confiance en moi. Et la confiance en soi, on l'a vu déjà, c'est important dans cette période. Donc vous voyez, ça, c'est un style d'attribution, on n'est plus en colère, c'est pas pareil, mais on s'en veut à soi-même. Dans la première, l'externe négative, on en veut aux autres. Ici, j'en veux à moi-même. Et on est, dans les deux cas, assez mal quand même, vous le reconnaîtrez. Donc rassurez-vous, j'ai deux autres types d'attributions dans lesquelles vous allez mieux pouvoir vous sentir. La première, c'est une attribution interne positive. Ça veut dire que je vais essayer de voir par rapport à moi-même, bien que je sois seul et que je n'aime pas ça, comment je peux tirer positif de ça. Parce qu'au fond, voilà, moi, je ne l'aurais pas décidé tout seul, la solitude, mais est-ce que je ne ferais pas mieux, puisque de toute façon, ça m'a imposé, d'essayer de voir qu'est-ce que j'ai comme ressources internes. Qu'est-ce que j'ai comme capacité à penser, à faire, à me relaxer, des choses que je ne fais pas d'habitude? Est-ce que je peux prendre du temps pour moi? Est-ce que je peux prendre du temps pour me relaxer, pour faire je sais pas moi, un cours de détente avec un support vidéo? Est-ce que je peux prendre du temps pour lire ces livres que j'ai laissés parce que j'ai jamais le temps tellement je cours dans ma vie quand on n'est pas confiné? Est-ce que je peux faire telle ou telle activité? Il y a des gens actuellement qui sont en train d'amorcer des activités, de se mettre à faire de la couture pour faire des masques, etc. Là, on voit bien qu'on va être fier de soi, on va être content, et vous voyez, ces attributions internes positives s'accompagnent d'une émotion positive, d'une certaine fierté, d'une prise de confiance en soi. Et puis, le dernier type d'attribution, ce sont des attributions externes positives. Ça veut dire, au fond, donc là, c'est toujours l'environnement, les autres, qu'est-ce qu'on peut voir de positif? Parce qu'on peut voir de positif, c'est que regardez dans les immeubles, enfin moi je suis dans un immeuble à Lyon en ce moment, tout le monde se parle, tout le monde sort pour applaudir à 20h, les gens font des apéros par le balcon, avec des vidéos, les gens se font les courses les uns les autres. Moi, j'ai un jeune voisin qui m'a fait un texto pour me demander des nouvelles au début du confinement, vous voyez? C'est extraordinaire, ça. Ça veut dire que peut-être, cette crise, avec tous ses inconvénients majeurs, va peut-être nous apporter des liens sociaux différents, une façon de voir nous-mêmes et les autres plus positive. Et puis, regardez l'intérêt de rester seul, de rester en confinement. Vous êtes en train de sauver des vies, messieurs, dames. Vous êtes en train de sauver des soignants. Vous êtes en train de faire que des gens ne s'infecteront pas parce que vous restez chez vous. Est-ce que ça ne vaut pas le coup de supporter un peu la solitude? L'enjeu en vaut vraiment la peine. Voilà un petit peu ce que peuvent vous apporter les thérapies cognitives avec ces techniques des attributions. Bien sûr, il faut vous entraîner. Alors, je vous signale une chose importante. On a tous un style prédominant. Alors, ne dramatisez pas, ne vous effondrez pas si vous vous rendez compte que vous fonctionnez essentiellement en externe négatif. Moi, je fonctionne comme ça au départ, ou essentiellement en interne positif. C'est pas grave, on a été moulé comme ça depuis qu'on est petit, on a une façon de raisonner, on a des apprentissages culturels, familiaux. Ce qui compte, c'est d'être capable de faire la gymnastique mentale entre ces quatre attributions. Dans la même situation, allez chercher des attributions internes positives, externes négatives, et vous allez vous faire du bien à vous-même, vous allez faire une espèce d'autothérapie. Et si vous n'y arrivez pas tout seul, eh bien, vous pouvez prendre comme support des amis, parce que par exemple, si vous êtes en externe négatif, il faut chercher des gens qui sont plutôt avoir le bon côté dans l'environnement, dans les choses. Ça veut dire, vous l'avez compris maintenant, qu'ils sont en externe positif. Il faut aussi voir des gens qui savent se remettre en cause. Si par exemple, à l'inverse, vous êtes en interne négatif, prédominant, que vous avez trop tendance à vous remettre en cause, ça sera intéressant de téléphoner à des amis qui, eux, fonctionnent plutôt en externe positif.
qui vous apporte une autre version des choses en vous disant oui, mais tu vois, il y a ça aussi de positif. Si on est en négatif, en interne négatif, on a tendance à vraiment mal se juger soi-même. C'est ce que j'appelle être son pire ennemi. On est le pire ennemi de nous-mêmes, donc ça peut être utile d'aller voir des gens bienveillants qui vont nous ramener des images positives de nous. Donc vous voyez que ces méthodes de thérapie, on les fait ensemble. Elles font rentrer les autres dans notre système de bien-être. Je pense que cette crise, il ne faut pas la voir uniquement négativement, ni uniquement positivement. Je crois qu'elle a incontestablement, je ne veux pas le nier, des côtés négatifs. C'est dur pour tout le monde. C'est dur en termes de santé, c'est dur économiquement. C'est une situation inconnue, on n'a pas l'habitude. Mais il y a des aspects positifs aussi à cette crise que j'ai essayé de vous introduire et de vous développer. Et je crois que si on veut être très réaliste en psychologie, il faut se rendre compte que souvent dans la vie, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des côtés négatifs dans une situation et des côtés positifs. Dans les côtés positifs, on l'a vu, il y a une façon de se ressourcer, de trouver des choses à l'intérieur de soi. Il y a une façon de vivre ensemble qui est en train de beaucoup se développer, et ça, j'en suis très heureux, qui peut nous amener tous à sortir d'une crise gagnant.